Médical RH vous présente son nouveau podcast, Parole d'expert. Bonjour, alors la fin d'année dans le secteur médical et surtout pour la gestion de l'intérim, c'est souvent synonyme de haute tension. Vraiment une période cruciale, Oui, tout à fait. où la continuité des soins, elle, est mise à rude épreuve. Aujourd'hui, on va se pencher un peu sur les stratégies pour mieux naviguer dans cette zone de turbulence. C'est une bonne idée. Pour ça, on s'appuie sur, disons, un ensemble de conseils, de retours d'expérience, des documents en fait spécifiquement pensés pour les professionnels de santé, et puis les agences d'intérim qui sont vraiment en première ligne pendant ces semaines intenses. Mhm. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble les approches les plus efficaces pour gérer cette charge. On va explorer l'anticipation, l'organisation aussi, les plannings, la communication, et puis comment on prépare intelligemment la bascule vers la nouvelle année. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. C'est exactement ça. Et le cœur du défi, ce que les documents mettent vraiment en lumière, c'est cet équilibre assez précaire. Oui, D'un côté, on a une demande de soins qui explose, les maladies d'hiver, les congés des équipes fixes qui s'accumulent, ou le classique. voilà. Et de l'autre, il y a cette nécessité impérieuse de garantir des effectifs. Pas juste suffisants en nombre, mais surtout compétents et vite opérationnels. Oui, ça c'est clé. Via l'intérim, justement, pour que les services ne craquent pas, quoi. C'est une vraie course contre la montre. Le point de départ vraiment qui ressort de tout ce qu'on a pu voir, c'est cette idée d'anticipation. C'est presque un mantra. C'est le maître mot. Les sources sont unanimes. Sans anticipation, on court un peu à la catastrophe. Elles pointent du doigt, bien sûr, les causes habituelles, les pics saisonniers, les congés. Oui, mais là où ça devient, disons, plus fin, c'est que l'anticipation dont on parle ici, ça va au-delà de juste savoir qu'il y aura plus de travail. D'accord. Ce qui est critique, selon ces analyses, c'est la capacité à cartographier vraiment finement ces pics d'activité qui arrivent. Pas juste en décembre, mais plutôt telle semaine, dans tel service, on s'attend à X% de charge en plus. C'est cette granularité, en fait, qui change tout. Et j'imagine que ça a un impact direct sur le type de personnel qu'on cherche à mobiliser, les intérimaires. Exactement. La recommandation forte qui émerge, c'est de cibler en priorité pour ces périodes de rush bien identifiées, des intérimaires pas seulement qualifiés, mais expérimentés. Ah oui. Des gens qui connaissent déjà un peu les rouages, l'établissement, le type de service, qui n'ont pas besoin d'une longue adaptation. Qui sont opérationnels tout de suite. Voilà. Les sources suggèrent même que certaines agences et établissements y mettent en place des conditions spécifiques, genre garantir un minimum d'heures ou des primes sur les jours vraiment critiques comme Noël, le Nouvel An, D'accord. pour justement sécuriser ces profils très demandés, et ça, bien à l'avance. Donc on n'est plus dans une simple réaction à un besoin qui tombe, mais vraiment dans une planification proactive des talents en quelque sorte. Tout à fait. Et ça repose sur une communication beaucoup plus précoce et plus poussée entre les agences et les établissements. Mhm. Les retours d'expérience y montrent que les collaborations qui marchent le mieux, ce sont celles où, dès septembre, octobre, on discute des besoins prévisionnels, poste par poste, compétence par compétence. D'accord. Dès la rentrée quasiment. Oui, c'est cette planification fine qui permet d'éviter les pénuries de dernière minute sur des postes clés. On parle presque d'une sorte de GPEC appliqué à un contexte saisonnier très très tendu. Ça change la relation habituelle. D'accord. Donc anticiper finement les besoins, les ressources, ça c'est la première brique. Essentiel. Mais même avec la meilleure anticipation, il faut ensuite organiser concrètement le puzzle des plannings. Ah oui. Et les sources insistent beaucoup là-dessus. Une gestion rigoureuse, c'est indispensable pour éviter le chaos, les doublons, les malentendus ou même l'épuisement de certains intérimaires qui seraient sursollicités. Absolument. Le risque de désorganisation, il est particulièrement élevé à cette période. Et c'est là que les outils digitaux de gestion de planning, qui sont spécifiquement mentionnés dans plusieurs des documents, Oui, on en parle pas mal. ouais, entrent en jeu de manière assez significative. Quels avantages compteraient alors ces sources attribuées à ces outils? C'est juste une question de faire moderne ou est-ce qu'il y a un gain tangible prouvé? Non, le gain est très tangible d'après les retours. Premièrement, une meilleure coordination des missions. D'accord. Les plateformes performantes, elles offrent une visibilité en temps réel des forces, qui est dispo, qui est affecté où. Ça réduit drastiquement les risques de double booking un intérimaire prévu à 2 endroits. Le cauchemar. Oui, ou des trous imprévus dans le planning.
Deuxièmement, certains outils, ils intègrent des fonctions pour assurer une répartition plus équitable des missions. Ah, intéressant ça. Oui, en tenant compte des disponibilités, des compétences, mais aussi de la charge de travail déjà faite par chaque intérimaire. Ça contribue à prévenir l'épuisement et puis à maintenir la motivation. Ça a l'air très structuré, presque mécanique, comme vous disiez. Mais la fin d'année, c'est aussi le moment des imprévus par excellence, non? Une grippe qui tombe, Bien sûr, d'une absence de dernière minute dans l'équipe fixe. Est-ce que cette rigueur digitale, elle n'entre pas un peu en conflit avec le besoin d'être hyper réactif? c'est une excellente question. Et les sources, justement, elles abordent cette tension. La clé, selon elles, ce n'est pas la rigidité, mais une rigueur flexible. Rigueur flexible, d'accord. Oui. Et les outils digitaux, paradoxalement, ils peuvent faciliter cette flexibilité. Quand un imprévu arrive, une plateforme centralisée, ça permet d'identifier beaucoup plus vite qui pourrait remplacer. Qui est disponible et compétent. Exactement. Et de communiquer le changement quasi instantanément. Mais attention, l'outil ne remplace pas la capacité humaine d'adaptation, la décision rapide des gestionnaires, des agences, des cadres de santé. Bien sûr. L'un des points fascinants qui est mis en avant, c'est que la technologie, elle est là pour supporter l'agilité humaine, pas pour l'enfermer. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la structure qu'offre l'outil et la souplesse nécessaire sur le terrain. D'accord, je vois. On a donc l'anticipation et la planification organisée mais agile. Le troisième grand pilier qui revient sans cesse dans les documents, c'est la communication. On sent que c'est un nerf de la guerre, absolument vital. C'est plus que vital, c'est la clé de voûte de tout le système pendant cette période. Une communication qui flanche, ça peut ruiner la meilleure des planifications. Oui, j'imagine. Et les sources insistent, elle doit être fluide dans toutes les directions, entre l'agence et les intérimaires, bien sûr, mais aussi entre l'agence et les établissements, et même directement entre les établissements et les intérimaires une fois qu'ils sont sur place. Concrètement, quel type d'info doit circuler impérativement? Et comment on s'assure qu'elle circule bien, efficacement, dans le feu de l'action? Alors, les exemples donnés sont très pratiques. L'état des plannings mis à jour, quasi en temps réel. Ah oui? Les priorités spécifiques d'un service, qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Les changements éventuels d'affectation, d'horaire. Les infos pratiques aussi. L'accès, les contacts sur place. Les basiques, mais essentiels. Voilà. Et pour que ça circule efficacement, l'idée forte qui ressort, c'est de mettre en place des systèmes de communication dédiés. Des plateformes avec des notifications push, des groupes de discussion sécurisés par mission, des alertes SMS pour les changements urgents. D'accord, des outils spécifiques pour ça. L'objectif, c'est que l'info pertinente arrive à la bonne personne, au bon moment, sans la noyer sous un flot continu, quoi. Il y a un vrai enjeu d'architecture de l'information. Ah, ça, c'est un point qui m'interpelle. Les sources ne se contentent pas de dire communiquez bien, elles suggèrent des mécanismes précis. Et quel est l'impact réel de cette communication bien huilée, au-delà d'éviter les erreurs de planning, évidemment? L'impact, il est profond et multiple. D'abord, comme vous le disiez, ça réduit les erreurs, oui. Mais surtout, ça augmente considérablement la capacité d'adaptation de tout le monde. Quand l'info circule bien, chacun peut anticiper et s'organiser. Logique. Ensuite, et ça c'est crucial, ça diminue le niveau de stress. Savoir à quoi s'attendre, être prévenu à l'avance d'un changement, ça change tout pour un intérimaire qui débarque dans un environnement souvent sous pression. Oui, ça sécurise. Ou pour un cadre de santé qui doit jongler avec les absences. On imagine bien que ça améliore l'expérience de l'intérimaire. Est-ce que les sources montrent aussi un bénéfice pour l'établissement ou pour l'agence elle-même? Absolument. Pour l'établissement, c'est une meilleure visibilité sur les ressources réelles et une intégration plus rapide, plus efficace des intérimaires. Pour l'agence, eh bien, c'est la démonstration de sa valeur ajoutée en tant que partenaire fiable, organisateur. Une preuve de professionnalisme. Exactement. Mais le bénéfice le plus intéressant, c'est peut-être celui qui est le moins tangible tout de suite. Ça contribue à créer une ambiance de travail plus positive, plus collaborative, même dans la tempête. Ah oui, Ouais, quand les gens se sentent informés, considérés, la tension baisse d'un cran. La communication devient alors un outil de management de la relation humaine, pas juste un canal technique. c'est intéressant comme angle. C'est-à-dire qu'un retour d'expérience suggère même que la qualité de cette communication pendant les pics d'activité, c'est un facteur déterminant dans la fidélisation des intérimaires pour le reste de l'année. C'est logique, oui. On arrive donc à la dernière étape clé identifiée, la transition vers la nouvelle année. L'idée, si je comprends bien, c'est de ne pas juste s'effondrer sur la ligne d'arrivée le 31 décembre, C'est ça, mais de préparer activement la suite. exactement. Les sources sont claires là-dessus.
La gestion de la fin d'année, ça ne s'arrête pas le 31 décembre à minuit. Il y a un vrai travail de clôture et de projection à faire. Quelles sont les actions concrètes qui sont recommandées pour cette phase de transition? Alors plusieurs actions sont mises en avant. D'abord, faire un bilan, rapide mais structuré, des missions de fin d'année. Qu'est-ce qui a bien marché? Où est-ce qu'il y a eu des difficultés? C'est essentiel pour apprendre, pour ajuster pour l'année d'après. Tirer les leçons. Voilà. Ensuite, évaluer très vite les besoins pour les premières semaines de janvier, qui reste souvent une période chargée, avec le contre-coup des fêtes, les maladies d'hiver qui persistent. Oui, ça ne s'arrête pas net. Il faut éviter de démarrer la nouvelle année dans l'urgence. Et enfin, un point jugé crucial, mener des actions de fidélisation, ciblées envers les intérimaires qui se sont mobilisés pendant les fêtes. Ah oui, la fidélisation. Ça peut être un simple message de remerciement personnalisé, un retour qualitatif sur leur mission, ou même une proposition prioritaire pour des missions futures. Ce point sur la fidélisation, il me semble particulièrement stratégique. Ce n'est pas juste une question de politesse, j'imagine, hein? Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une reconnaissance de l'engagement dans une période difficile, et c'est perçu comme tel par les professionnels. Mhm. Les sources suggèrent que cette attention, portée juste après le pic d'activité, ça a un impact très fort sur la volonté des intérimaires de retravailler avec l'agence ou l'établissement. D'accord. Dans un marché où les bons profils sont très recherchés, c'est un investissement essentiel. Préparer la transition, c'est donc à la fois assurer un démarrage opérationnel serein en janvier et consolider le vivier de talents pour l'avenir. C'est boucler la boucle intelligemment. C'est ça, c'est transformer une période de contrainte en opportunité de renforcer les liens. Ça pose aussi la question de la vision à plus long terme, de la relation tripartite, agence, établissement intérimaire. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la manière de traverser cette période critique de fin d'année en intérim médical? Ça nous dit que survivre à la tempête, ça ne suffit pas. Pour vraiment réussir, il faut une approche intégrée qui repose sur plusieurs piliers, tous connectés. Oui, D'abord, une anticipation qui va au-delà de la simple prévision, qui est fine, ciblée et qui intègre la recherche proactive de profils expérimentés. d'accord. Ensuite, une gestion de planning qui utilise les outils digitaux, pour la rigueur, oui, mais qui conserve impérativement la flexibilité, l'agilité humaine face à l'imprévu. La fameuse rigueur flexible. Exactement. Puis, une communication pensée comme un flux permanent, transparent, multicanal, qui vise à réduire le stress et à fluidifier la collaboration. Essentiel. Et enfin, une transition vers la nouvelle année qui est activement préparée, en tirant les leçons du passé récent et en investissant dans la relation avec les intérimaires clés. Et le but ultime de tout ça, c'est bien sûr la continuité et la qualité des soins, pour les patients, avant tout. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces stratégies, elles visent à rendre cette période moins pénible, plus soutenable pour tous les acteurs, les soignants fixes, les intérimaires, les gestionnaires. Tout à fait. Il y a un enjeu de performance, c'est sûr, mais aussi de bien-être et de pérennité du système. Exactement. Et pour ouvrir un peu la perspective, en s'appuyant justement sur cette idée de construire des relations plus solides, de mettre en place des process plus robustes sous la pression de la fin d'année, on pourrait se demander comment est-ce que ces pratiques intensives d'anticipation fine, de communication renforcée, de planification agile et de reconnaissance du personnel, comment pourraient-elles irriguer et transformer plus durablement la collaboration entre agences, établissements et intérimaires tout au long de l'année? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que cette période de stress annuel, elle ne pourrait pas être vue, paradoxalement, comme un laboratoire, une occasion unique de tester et d'ancrer des méthodes de travail plus collaboratives, plus transparentes et finalement plus résilientes, qui bénéficieraient à tous, bien au-delà des pics saisonniers? Transformer la contrainte en opportunité pérenne. Peut-être que la vraie opportunité derrière la gestion de crise, c'est de réinventer un partenariat plus stratégique et plus